Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir, je veux dire, bienvenue à toi, Véronique de Geoffroy, directrice générale du groupe URD, qui, il y a quelques mots, va nous présenter le projet Entraide et crise. Viendra ensuite Reiko Hasegawa, qui est donc chercheuse au Crisis Lab de Sciences Po. Nous avons la joie d'accueillir aussi Sylvain Garassus, qui est caméraman, pardon, et réalisateur. Et puis, vous allez voir des images magnifiques, enfin, très parlantes de ce qui a pu se passer. Et puis Maxime Polleri, qui est professeur adjoint du département d'anthropologie à l'Université de Laval, hein, qui nous parlera aussi. Voilà, donc ceci jusqu'à 16 heures, et puis ensuite une séquence d'environ 30 minutes de questions et réponses. Voilà, Véronique, je te laisse aller, et Sylvain, je te laisse avancer. Merci. Du coup, pour démarrer, juste quelques mots sur le projet Entrée des crises. Donc, c'est un projet qui est ambitieux, porté par le groupe URD sur une période de 5 ans, mais en partenariat avec de nombreux organismes. Donc là, aujourd'hui, en effet, on est ravis d'avoir pu co-organiser avec le Crisis Lab de Sciences Po Paris et nos autres invités ce webinaire. On a fait d'autres webinaires avec d'autres chercheurs, d'autres structures, ONG. C'est un projet qui est à la fois basé sur des activités de recherche opérationnelle et qui prévoit aussi des activités de diffusion dans un second temps. Nos cibles, entre guillemets, ou en tout cas à qui on veut s'adresser, c'est à la fois les acteurs de l'aide, des secours professionnels, des acteurs des territoires, mais aussi les individus citoyens qui se sont mobilisés ou se sentent en tout cas interpellés par l'augmentation des crises aujourd'hui et un rôle potentiel en temps de crise. Et donc voilà, notre objectif, c'est de renforcer l'entraide et l'auto-organisation entre les sinistrés, entre les citoyens avant l'arrivée des secours, et d'améliorer l'articulation avec la première ligne des secours. C'est vraiment ces deux objectifs-là qui ont guidé nos travaux de recherche opérationnelle et qui guident nos réflexions pour aboutir à des recommandations orientées sur ces deux objectifs. Donc, on a conduit 6 études de cas, dont 4 sont publiques aujourd'hui. Des études de cas sur le territoire français en métropole et sur l'île de la Réunion, avec une étude de cas dans la vallée de la Roya, une étude de cas dans le Briançonnais sur l'accueil des personnes exilées, et donc une étude de cas sur l'île de la Réunion, et ensuite 3 études de cas à l'étranger, une étude de cas en Ukraine avec la mobilisation des mouvements de volontaires depuis le début de la guerre de 2022. Une étude de cas au Tchad, où en 2022, il y a eu des inondations dans un des quartiers de N'Djamena et la mobilisation communautaire qui s'est mise en place sur ce contexte-là. Et une étude de cas en Australie qui a été conduite par des partenaires sur place et une équipe de chercheurs australiens qui a documenté la mobilisation citoyenne et les apprentissages entre les différentes crises de ces 5 dernières années, 6 dernières années, depuis 2019, les méga-feux, puis le Covid, puis les inondations. Donc, ces 6 études de cas ont été conduites avec une méthodologie commune pour, du coup, construire un capital de connaissances et nous permettre, dans un deuxième temps, de construire une analyse transversale. Et nous en sommes là aujourd'hui dans notre projet. On a voulu compléter la collecte d'informations et de réflexions à travers une série de webinaires. Donc, on a fait là, comme disait Nadine en introduction, c'est l'avant-dernier webinaire euh, aujourd'hui. On en a déjà conduit 4 sur soit des thématiques qui constituaient un peu des angles morts, ou en tout cas qu'on voulait approfondir. Donc, la question
par exemple du genre dans l'entraide en temps de crise. Ça, c'est le dernier webinaire qui nous reste à conduire en juin et je vous inviterai, si ça vous intéresse, à vous y inscrire. Et tous les autres webinaires qu'on a déjà conduits sur comment les politiques publiques peuvent soutenir et préparer la mobilisation citoyenne en temps de crise, les questions de santé mentale dans l'entraide et comment est-ce que il peut y avoir des premiers secours aussi en santé mentale, comment les entraidants sont affectés aussi pendant les crises, etc. Et après, on a fait une autre série enfin, on a trois autres webinaires qui étaient sur des contextes qu'on aurait aimé couvrir, mais on était évidemment contraints et il a fallu faire des choix. Du coup, on a fait un webinaire sur le Soudan, pour ceux qui connaissent la crise au Soudan aujourd'hui. Il y a une mobilisation citoyenne très très forte et un appui de la diaspora, donc c'était un de nos sujets. On a fait un webinaire sur les inondations à Valence pour mieux comprendre la mobilisation citoyenne sur ce contexte-là. Et un dernier cas d'étude, et ben c'est le Japon, c'est aujourd'hui. C'est un cas d'étude spécifique, voilà, sur un contexte particulier. Euh, donc, voilà, tout ça, vous pouvez trouver plus d'informations sur le site du groupe URD si vous voulez retrouver à la fois les enregistrements des webinaires passés ou l'information pour le prochain webinaire. Je vous invite à aller voir sur le site du groupe URD. Voilà, avant de démarrer, juste de quoi on parle. Notre sujet principal, c'est donc l'entraide. Euh, L'entraide, on essaye de la distinguer, même si les définitions ne sont pas aussi simples, de l'aide directe, avec l'idée de entre-aide, quelque chose de plus horizontal, avec une potentielle réciprocité. Donc, c'est un acte de s'entraider entre deux ou plusieurs personnes avec ce soutien mutuel et cette notion de réciprocité au moins potentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, euh, une technicité ou des moyens qui du coup, créeraient une certaine verticalité. Et là, on serait plutôt dans les secours et dans l'aide. Donc là, on est vraiment sur ce sujet-là de l'entraide. Donc c'est une force horizontale, convergente, et qui, surtout au moment d'une crise ou face à une adversité, renforce la cohésion du groupe pour justement résister ensemble, s'opposer à cette adversité. C'est donc une force qui est très puissante en temps de crise. Euh, et donc, c'est ça qu'on a documenté dans nos études de cas, mais c'est ça qui est documenté par ailleurs par de multiples études. Et Reiko a fait une analyse bibliographique, une synthèse de la bibliographie sur ce sujet-là, que je trouve absolument passionnante et que je vous inviterai à regarder parce qu'il y a effectivement des décennies de travaux sur ces thématiques-là qui démontrent combien, effectivement, en temps de crise, les individus et les citoyens ne sont pas inactifs, bien au contraire. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans le cas particulier du Japon avec son histoire et notamment la dernière crise, le tsunami et l'impact sur Fukushima. Voilà, je vous passe la parole, Rico. Merci Véronique et Nadine pour votre invitation. Alors, je me présente. Alors, Eriko Hasegawa, chercheur à Sciences Po. Mais avant de devenir chercheuse, j'ai travaillé comme Nadine et Véronique dans les opérations humanitaires. Donc, j'ai commencé ma carrière sur le terrain, notamment avec au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc, j'ai plutôt le regard croisé entre l'opération et la recherche, mais aussi par rapport au contexte dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, regard croisé, ça veut dire qu'en fait, j'ai commencé ma carrière à l'international. Donc, donc, je regarde le Japon, le cas du Japon, par le biais aussi des crises et des catastrophes qui arrivent euh, euh, dans d'autres pays. Donc voilà, je vais présenter par contre aujourd'hui sur le cas d'entraide au Japon. D'abord, je vais juste présenter en général au cas de crise, qu'est-ce qui se passe au Japon.
niveau de volontariat et d'entraide. Et ensuite, après, je vais parler de cas spécifiques de Fukushima. Donc, alors, l'entraide au Japon, comme dans la recherche sur les catastrophes, dit longtemps qu'il y a toujours ce qu'on appelle émergence des citoyens, émergence aussi d'aides matériaux et humaines qui arrivent sur l'endroit de catastrophe, l'endroit impacté par les catastrophes, qui essayent d'aider et s'entre-aider la population touchée. Et donc, au Japon, en fait, euh, en fait, on a l'année qu'on retient comme l'année de début de le volontarisme ou bien renaissance de volontariat au Japon. C'était justement la catastrophe de grand séisme de Kobe en 2000, pardon, 1995. Euh, et ça a justement a mené à la plateforme de Hyogo après. Mais donc, lors de ce grand catastrophe de séisme en 1995, il y a eu à peu près presque 2 millions de bénévoles, de citoyens bénévoles spontanés qui sont arrivés sur place. euh, afin d'aider la population touchée. Et dans cette catastrophe-là, évidemment, les autorités locales ont été complètement dépassées par cette arrivée massive de volontaires, de bénévoles, pardon. Et en fait, ces bénévoles-là, moitié de ces bénévoles, donc à peu près 1 million de bénévoles qui sont arrivés sur la place, étaient des étudiants universitaires parce que c'était pendant des périodes de vacances pour des étudiants. Donc, il y avait beaucoup d'étudiants qui sont arrivés, mais qui n'avaient pas de compétences particulières. Et donc, comme les autorités locales ont été complètement dépassées par la magnitude de catastrophe, de séisme, ces groupes-là, majoritairement d'étudiants, qui ont commencé à s'organiser par eux-mêmes. Et à la place des autorités locales, ils commençaient à aussi accueillir les autres euh, bénévoles qui sont arrivés sur place et qui ont commencé à faire un peu de matching, de orienter ces bénévoles nouveaux arrivés à un endroit qui avait le besoin. Donc, en fait, c'était en tout cas qualifié, après le fait, qualifié que c'était l'année de volontariat au Japon. Et après cette catastrophe, il y a pas mal de structures qui ont été organisées au niveau étatique et aussi au niveau l'autorité locale pour accueillir et collaborer avec les citoyens ou de bénévoles spontanés. Et juste pour donner l'exemple, pendant ce catastrophe de Kobe, il y avait justement une ville qui s'appelle Nishinomiya, juste à côté de Kobe. Et dans cette municipalité-là, ils ont créé, avec justement une municipalité qui était dépassée, et ces groupes d'étudiants, de bénévoles, et aussi des associations locales, ils ont formé l'espèce de qui s'appelle Nishinomiya Volunteer Network. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un travail de coordination et la municipalité justement, qui a laissé une partie de leur mission ou la responsabilité aux ces groupes de bénévoles, notamment pour s'occuper des personnes, relogement des populations touchées, euh, et pendant ce temps-là, les municipalités pouvaient se focaliser sur la reconstruction des infrastructures de la ville. Donc, ils ont créé une espèce de modèle de cohabitation ou d'adaptation, modèle d'adaptation, de collaboration entre les autorités et des citoyens bénévoles. Cette catastrophe-là a vraiment donné pas mal d'exemples de collaboration entre les autorités et les citoyens. Slide suivante, s'il te plaît. Euh, et donc, l'entraide au Japon est bien reconnue, en fait, non pas seulement par les autorités, mais aussi dans les lois. Alors, d'abord, donc, les choses qui a provoqué cette séisme de Kobe, c'est qu'après ce séisme, cette catastrophe, il y a chaque municipalité
a un centre de volontariat, ça s'appelle Disaster Volunteer Center, presque dans chaque municipalité. Et en fait, au Japon, même avant de catastrophe de Kobe, il y a toujours cette Volunteer Center qui est établi au sein du conseil de protection sociale de chaque ville, de chaque municipalité. Donc, en fait, activité de bénévoles est quelque chose un peu plus normalisé au Japon. Donc, au cas de crise, de catastrophe, ce modèle-là se bascule dans le modèle plutôt orienté pour répondre aux catastrophes. Donc, les rôles principaux de ce Disaster Volunteer Center, c'est qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que parce que ce Disaster Volunteer Center est rattaché en conseil municipal de protection sociale. Donc, ils ont des statuts publics, mais pas complètement publics. Donc, ils sont vraiment, ils jouent un rôle de médiateur entre les citoyens bénévoles et les municipalités, autorités locales. Et donc, leur rôle, souvent, ils font des matchings. Donc, matching entre les besoins, souvent des particuliers, hein. Ce n'est pas que des besoins de la municipalité, mais vraiment les besoins des particuliers euh, des populations touchées. Donc, il l'appelle, va dire que oui, j'ai besoin de l'aide pour faire ça ou de nettoyer la maison après l'inondation et tout cela. Et donc, ces centres-là, ils font des matchings avec les bénévoles qui arrivent. Donc, il envoie à l'endroit où il y a le besoin. Un deuxième rôle, c'est ils font une coordination justement des activités des bénévoles et la municipalité. Et il aussi loue des équipements, des équipements de protection ou de nettoyage. Donc, il loue ce genre d'équipements. Et il organise aussi les transports des bénévoles, parfois, organise des bus, autocars, pour amener ces bénévoles à l'endroit où il y a de besoin. Et il organise aussi des assurances pour les bénévoles qui arrivent. Et c'est assez, pardon, c'est par an, c'est à peu près 5 euros par an, donc c'est assez facile pour les bénévoles d'acheter. Donc, donc c'est une structure pas complètement, moi je dirais plutôt c'est une structure qui accueille les bénévoles, mais en les laissant plutôt libres de l'indépendance en fait. Ils font plutôt des matchings, et ils n'essayent pas forcément de encadrer ces bénévoles. Alors, donc, phénomène donc, bien reconnu par des autorités étatiques aussi. Donc, Cabinet Office, c'est le bureau de gouvernement. Il a publié aussi un guide pour renforcer le juenryoku. So, juenryoku en japonais, mais c'est la capacité à recevoir et à bénéficier de l'aide des bénévoles et destinée aux municipalités. Donc, en plus, dans les lois japonaises, euh, notamment dans la loi fondamentale sur la gestion de catastrophes, ça a été modifié justement après le triple désastre 2011. Il s'est décrit comme compte tenu de l'importance du rôle que jouent les activités menées par les citoyens bénévoles, l'État et les collectivités locales ont l'obligation. Donc, c'est vraiment comme l'obligation de respecter la indépendance. Je pense que c'est très important et de s'efforcer de coopérer avec eux. Donc, c'est la obligation de collaborer avec des citoyens bénévoles et en respectant la indépendance. Donc, en fait, dans la loi japonaise, ce qui promeut, c'est plutôt le modèle de cohabitation. Euh, donc, à la place du modèle d'intégration qu'on voit, par exemple, en France, par exemple, c'est des réserves municipales communales de sécurité civile, par exemple, c'est plutôt modèle, moi je considère plutôt intégration, ça veut dire que c'est bien encadré, ils sont aussi entraînés, donc ils ont de contrats aussi avec les autorités, mais là, le cas de Japon, donc Volunteer Center, c'est qu'ils n'encadrent pas, ils encadrent pas, ils n'intègrent pas ces bénévoles, en fait, ils essayent de les laisser assez euh, indépendants, mais ils essaient de faciliter leur activité en tant que bénévoles en faisant des matchings, en faisant voilà, donnant des sports, justement, logistique ou de assurance. Euh, voilà. Slide prochaine, suivante, s'il vous plaît. Et donc, un petit peu sur le triple disaster de 2011. Donc, c'était qualifié par le Naoto Kan, c'est le premier ministre de cette époque. Il a dit que c'est le pire catastrophe, en fait, confronté le Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, le séisme, les tsunamis qui ont causé à peu près 20 000 morts, y compris les disparus.
et 1400 personnes, ce qu'on appelle morts indirectes, mais reconnues par les autorités. Et donc, personnes qui n'ont voilà, qui ont survécu de tsunami et séismes, mais après, souvent, ce sont des personnes déjà vulnérables ou qui ont des maladies chroniques, voilà, qui sont décédées après. Et 400 000 maisons détruites, à peu près 200 000 évacués, dommages en termes monétaires et équivalent à 140 milliards d'euros. Et par contre, accident nucléaire de Fukushima, donc en termes de nombre de décès, donc direct, c'est 50 décès en tout cas reconnus officiellement. Ce sont des personnes aussi, pareil, à la maison de retraite, déjà dans une situation très vulnérable. Et ils ont été évacués sans préparation et donc malheureusement, 5 personnes ont perdu la vie. Et 2000 décès aussi sont arrivés dans le préfecture dans le département de Fukushima, donc ce qu'on appelle aussi mort indirecte. Et 1800 km² de terrain contaminé. Euh, dans ce terrain contaminé, il y a à peu près 1,6 million d'habitants. Lors de Tchernobyl, c'était à peu près 7 millions de personnes qui habitent dans le zone contaminée. Et donc, 160 000 évacués. Et c'est 1,5 million de personnes vivent dans un environnement durablement contaminé. Voilà. Et je vais expliquer un petit peu le cas de trapped population. Donc, c'est la population piégée dans l'environnement à risque. Mais évidemment, il n'y a pas tout le monde n'a pas été piégé. Il y a des personnes, évidemment, qui veulent continuer à vivre malgré la contamination. Donc, il y en a 2 cas. Euh, et aussi 300 cas de cancer de la thyroïde chez les enfants de Fukushima. Euh, donc, c'est 300 cas sur 300 000 tandis que le moyen national est 1 à 2 cas sur 1 million d'habitants au Japon. Donc, vous voyez la différence. Coût de l'accident estimé à 567 milliards d'euros et c'est équivalent à 20% de PIB français. Donc, vous voyez la magnitude aussi de dégâts financiers qui aura lieu s'il y a un accident grave aussi arrive en France. Voilà. Prochaine slide. Donc, juste sur la carte pour vous montrer. Donc, les 3 départements qui ont été plus touchés par le tsunami, c'est la région de Tohoku. Et, euh, et donc, c'est les 3 départements-là colorés en jaune. Et la carte à droite, votre droite, c'est la carte de contamination, je dirais, c'est l'échappement de substances radioactives émis par l'accident. Et voilà, donc, juste pour vous donner des images. Donc, si vous voulez, la contamination qui va au-delà, très très loin, même qui touche à Tokyo, vous voyez, en fait, Tokyo, c'est difficile de voir Tokyo, peut-être compliqué, ouais, pardon. Slide prochaine, s'il vous plaît. Alors, donc, l'entraide après le triple désastre. Donc, par rapport aux 2 millions lors de séisme de Kobe, il y a eu en fait 5,5 millions de bénévoles spontanés, y compris justement Sylvain, qui va parler après. Il faisait partie de ces bénévoles spontanés. Euh, et dont uniquement 1,5 million de personnes ont été accueillies par le Disaster Volunteer Centers. C'est normal. Quand il y a 5 millions euh, citoyens arrivent, personnes arrivent sur place impactées pour irriguer et orienter, accueillir ces gens. C'est juste, c'est peut-être impossible pour même les municipalités qui ont ce genre de structure. Et donc, sur c'est 1,5 million accueillis par les Disaster Volunteer Center, euh, 1,3 million euh, ont fait des activités dans les zones touchées par le tsunami et uniquement 200 000 personnes ont fait des activités de bénévolat dans les zones touchées par l'accident. Donc, vous voyez que la plupart des bénévoles spontanés ont travaillé dans les zones touchées par le tsunami et pas forcément après le Fukushima. Donc, juste petite information. Après cette triple désastre, euh,
aussi, une nouveauté, c'est qu'au Japon, cette nouvelle structure a été, organisation a été créée, ça s'appelle le Japan Voluntary Organization Active in Disaster. Et c'est très intéressant parce que c'est une structure un peu intermédiaire, justement. C'est un peu d'après le modèle de Nishinomiya qui a été créé lors du séisme de Kobe. Ça veut dire qu'en fait, c'est une organisation qui fait des coordinations entre les États, donc les États des autorités locales, municipales, euh, et les groupes de citoyens bénévoles et les associations locales et aussi entreprises qui arrivent aussi pour voilà, faire des donations des matériaux, des mêmes personnels. Donc, cette organisation-là, en fait, a été créée d'après le modèle de National Voluntary Organization Active in Disasters aux États-Unis, donc, qui a été créé par FEMA. Et donc, c'est le plateforme de coordination, je trouve que c'est très intéressant. Et lors de grandes crises, ça joue un rôle très important de justement d'avoir une collaboration en cohabitation et vraiment de partage de tâches, division de tâches qu'on voit souvent dans les opérations humanitaires en fait. Donc, comme ceux qui connaissent les opérations humanitaires, souvent c'est l'OCHA, donc Office de Humanitarian Coordination Agency, enfin, de Nations Unies, qui crée ce genre de plateforme de coordination d'acteurs différents, y compris les autorités étatiques locales. Et donc, ce genre de même structure existe maintenant au Japon après une grande catastrophe. Euh, donc, je donne la parole à Sylvain. Ok, merci beaucoup. Bonjour, donc voilà, je m'appelle Sylvain Garassu, je suis documentariste. Voilà, en 2011, ça faisait plusieurs années que je vivais un peu à cheval entre la France et le Japon, et je travaillais sur un documentaire sur les SDF de Tokyo. Et je devais partir en fait pour m'installer définitivement au Japon le 13 mars, donc 2 jours après la catastrophe. Évidemment, mon vol a été annulé. J'ai dû reporter mon départ de quelques semaines, etc. Lorsque je suis arrivé au Japon, je me suis bien rendu compte qu'en fait, toutes les infos qu'on entendait en France au sujet de la catastrophe concernaient désormais plus que la catastrophe nucléaire. On n'entendait plus parler du tremblement de terre qui avait effectivement causé assez peu de dégâts en lui-même, enfin de morts en tout cas. Mais le tsunami, en revanche, comme l'écho l'a dit, avait causé de gigantesques dégâts. Donc, avec un de mes copains, hop, c'est lui, Shinobu, on a monté une association pour organiser des trajets, pour aller faire des interventions sur place. Donc voilà, la première fois, on était 4 personnes et on est monté jusqu'à 70. Il avait fait un site web, réussi à trouver des sponsors, etc. On a beaucoup travaillé avec le centre de volontaires de Iwaki, qui nous envoyait sur des chantiers importants qui nécessitaient des grands groupes. Voilà, c'était organisé. On avait un bus qui partait de Tokyo. On avait à peu près 3 heures de route. Voilà. Et donc, notre travail consistait principalement à gérer les débris qui représentaient des milliers de mètres cubes partout, vider des maisons, des magasins, etc., qui avaient été frappés par le tsunami. Euh, on a, on avait des camions qui nous étaient prêtés par les centres de volontaires et qui permettaient d'emmener dans des décharges qui avaient été créées pour l'occasion. Encore une fois, c'est milliers de mètres cubes, donc il y avait des piles comme celles que vous voyez là. Là, c'était de matelas, etc. Il y avait des piles de produits électroménagers, des piles de béton, des piles de verre, etc., des piles de bois. Voilà, c'est ce qu'on a fait pendant toute une année. Et puis, au bout autour de la date anniversaire de la catastrophe, j'ai eu envie de commencer à travailler sur un projet de web documentaire sur le sujet. Ça, c'était le projet de couverture. Et malheureusement, il n'a pas trouvé suffisamment de financement, mais voilà, j'étais quand même parti avec mon sac à dos et j'avais rencontré pas mal de gens sur place et j'étais retourné voir des gens que j'avais rencontrés lors de nos missions de volontaires. Et voilà, c'est ce que je vais vous raconter là, des exemples, des situations et des gens que j'ai rencontrés sur place.
Donc voilà, le premier endroit où je suis beaucoup allé, c'est le petit village de Hisanorama. Je vous ai mis sur la carte au nord en rouge, donc également la centrale de Fukushima. Vous voyez, le village, il est à 30 km de la centrale. Tout a été évacué justement dans un rayon d'à peu près 30 km. Et donc les gens de ce village disaient qu'ils étaient le dernier village normal, puisqu'au-dessus, tout était vide. Et j'ai juste indiqué pour une légère digression, la ville de Koriyama, que vous voyez, qui est beaucoup plus à l'ouest, et où la plupart des occupants des villages qui étaient situés autour de la centrale de Fukushima Daiichi ont été évacués, alors que le nuage de particules radioactives était parti vers l'ouest avec les vents dominants. Donc les autorités ont appliqué le plan sans tenir compte de la situation particulière et des avertissements des scientifiques. Donc, pour en revenir à Issa j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui s'appelle Ishikawa-san et qui était un peu la photographe officieuse de la ville qui faisait les fêtes de l'école et les différentes occasions qui se passaient. Et elle a pris des photos toute la journée pendant le tsunami. Donc, elle m'a donné toutes ces photos donc pour le projet sur lequel je travaillais à l'époque. Donc, je peux vous en montrer quelques-unes où vraiment on voit la ville en direct se faire envahir par les vagues, se faire ravager. Et on se rend un peu compte de l'amplitude du désastre. Et en particulier à Hisanorama, mais ça a été aussi le cas à d'autres endroits, comme Leiko disait, c'est une triple catastrophe. Et là, ça a même été une quadruple catastrophe, puisqu'il y a des bouteilles de gaz qui ont explosé, qui ont mis le feu à la ville, et il y a une partie importante de la ville qui a brûlé pendant la nuit, immédiatement après le tsunami. Donc voilà, parmi les lieux où nous sommes allés faire du volontariat à Hisanorama, il y avait cette petite supérette locale qui s'appelle Hataya et qui avait été complètement ravagée par les vagues. Et en fait, la famille qui possède ce magasin était incapable de s'occuper du déblaiement. Nous, comme on était une grosse équipe, on a pu déplacer des congélateurs, etc., qui faisaient plus de 2 tonnes pour certains d'entre eux. Et en une journée, on a réussi à vider et à remettre un peu en état le magasin. Donc voilà, Mizuno-ya-san, une des personnes de la famille qui gérait cette boutique. Et en fait, ce qu'ils nous ont dit, on a pas mal discuté avec eux, c'est que le jour où les volontaires sont arrivés, ça a été vraiment pour eux comme un point de bascule, puisque avant ça, ils étaient un peu prostrés, incapables d'avancer. Et c'est le jour où on a commencé à déblayer qui a un peu marqué le redémarrage de leur activité. Et c'était plusieurs mois après la catastrophe, c'était 2 mois et demi, 3 mois. Donc voilà, par la suite, on leur a assigné une place dans des habitations temporaires où ils ont pu réouvrir un petit magasin. Voilà, une partie de la famille qui travaille, ils faisaient des repas tout près, des bento pour les volontaires et les travailleurs locaux. Donc voilà, ils ont pu reprendre leur activité lorsqu'on leur a fourni ce logement provisoire. Une autre personne avec qui j'ai passé beaucoup de temps, c'est Suzuki Sensei, donc la personne, l'enseignante qui est sur cette photo, qui était la directrice de la garderie de l'école primaire donc du village de Hisanorama. Et j'y étais allé plusieurs fois comme volontaire et j'avais un peu passé du temps à jouer avec les enfants et elle a vraiment trouvé que ça leur faisait du bien et que ça leur permettait de parler aussi de rencontrer des personnes différentes. Donc elle m'hébergeait chez elle et régulièrement pendant les 2 ou 3 ans qui a suivi, j'allais passer 3, 4 jours et tous les après-midi, voilà, j'allais jouer avec les enfants et puis parler un peu avec eux. Ils m'ont raconté vraiment leur perception de la catastrophe. Le petit garçon qui est sur cette photo, là, entre autres, m'a expliqué à quel point il a été terrifié par l'explosion de l'eau de la piscine qui a jailli entièrement hors de la piscine de l'école pendant le tremblement de terre, alors qu'il était en train de jouer dans la cour de l'école. Et donc, ils avaient assez peu
j'ai l'impression qu'il y avait quand même un tabou. Ils en parlaient très peu dans leur famille. Suzuki Sensei me disait à quel point c'était difficile pour elle d'en parler avec les parents d'élèves, les autres professeurs, etc. euh, et d'essayer ouais, de mettre des mots sur ce qui s'était passé. Ils ont même eu du mal à obtenir l'autorisation de faire installer, là, ce qui est sur la photo actuelle, une machine pour mesurer la radioactivité en continu dans la cour de l'école. Voilà. Euh, une autre personne que j'ai rencontrée sur place, c'est Sakai-san, qui est agriculteur. Lui, ses terres agricoles donc, étaient à 22 km de la centrale. Il a donc été évidemment obligé d'arrêter son activité, mais il ne s'est pas découragé. Il a commencé à travailler avec un scientifique, un spécialiste des radiations, qui avait quitté son emploi pour faire ça, pour travailler avec lui, parce que son directeur lui interdisait d'aller faire des prélèvements dans les zones contaminées. Et donc, dans un de ces hangars agricoles, ils ont monté un véritable labo. Ils faisaient des prélèvements tous les jours. Ils ont tenté de faire des cartes extrêmement précises pour voir la diffusion de la contamination radioactive et la manière dont elle évoluait au fil des années. Donc, une espèce de projet de science citoyenne comme ça qu'il a démarré et dans lequel il s'est investi à fond. Voilà, un autre endroit où je suis beaucoup allé, c'est la ville de Minami-Sanriku, qui a été totalement détruite par le tsunami. Il ne restait presque plus rien. On voit là sur cette image que c'est une ville qui est au fond d'une baie qui est un peu en forme d'entonnoir, donc qui a concentré l'énergie cinétique du tsunami qui a fait qu'il a eu vraiment un impact extrêmement fort. Et j'ai indiqué l'hôtel Canio qui était à l'entrée de la baie et qui, lui, justement, comme il était à l'entrée de la baie, a été relativement préservé. Et en fait, la propriétaire de cet hôtel a complètement ouvert son hôtel et mis tout le personnel à la disposition des habitants de la ville qui avaient perdu leur logement. Et pendant 6 mois, elle a accueilli jusqu'à 1000 personnes, je crois, gratuitement, en essayant tant bien que mal de trouver des moyens de fournir de l'eau et de la nourriture à tout le monde. Et voilà, c'est vraiment été un centre d'accueil improvisé, mais qui a hébergé énormément de monde. Et puis par la suite, elle a continué à fournir des logements gratuits pour tous les volontaires qui venaient dans la région. Donc j'en ai pas mal profité moi aussi. Et c'est là que j'ai rencontré un groupe. Donc voilà, Angela, qui était une Américaine qui a vécu toute sa vie au Japon. Peter, qui est un Japonais qui lui avait vécu toute sa vie aux États-Unis et qui est rentré au Japon pour faire quelque chose après la catastrophe, ainsi que Matt, qui était un Américain, prof d'anglais, et qui lui aussi a arrêté son travail et qui est allé faire du volontariat à temps plein dans la zone touchée par le tsunami. Et donc, ils ont organisé une association avec laquelle ils faisaient, par exemple, des cours d'anglais pour les enfants, des activités. Voilà, là, ils faisaient un bingo. Ils essayaient vraiment de recréer du lien dans cette communauté où les gens ont vraiment été, vu qu'ils ont perdu leur maison à peu près tous, ils se sont retrouvés avec des gens qu'ils ne connaissaient pas dans des logements temporaires, etc. C'est une communauté qui a été vraiment très abîmée par la catastrophe. Et l'autre truc qu'ils essayaient de faire avec leur association, c'était de relancer des activités économiques sur place, parce que c'est une région qui était à la base, avant même la catastrophe, vraiment vieillissante et avec très peu d'emplois, et tous les jeunes qui partaient à la ville pour travailler. Donc, ils ont essayé de monter des exploitations agricoles en récupérant des terres qui étaient inexploitées pour certaines d'entre elles depuis de nombreuses années. Et donc, ils ont réussi à créer un peu d'emplois, faire en sorte qu'au moins quelques jeunes restent dans la région grâce à à ce renouveau d'activité agricole. Et enfin, voilà, le dernier endroit dont je voulais vous parler, c'est le petit village là de Nobilu, qui est dans la région de... là, ce qu'on voit en bas à gauche, c'est la ville de Sendai. Et juste au-dessus, à droite, je me souviens plus. Voilà, j'ai rencontré la famille Tanno, donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps chez eux. Et là, j'étais chez eux le matin du jour anniversaire un an après la catastrophe. On regardait les news où ils repassaient
euh, les images de la catastrophe. Et donc, eux, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que, étant dans un petit village un peu perdu, il y a eu très très peu de volontaires qui sont arrivés jusqu'à eux. Et pendant des mois et des mois, il s'est rien passé en réalité. Il y a à un moment l'armée qui est venue avec des bulldozers pour dégager les routes, parce qu'il faut imaginer que une fois que les maisons, etc., avaient été entièrement détruites et, comment dire, éparpillées par le tsunami, c'était impossible de se déplacer. Il y avait plusieurs mètres d'épaisseur de débris partout. On ne pouvait même plus euh, savoir où se trouvaient les routes. Mais c'est la, voilà, comme je disais, l'armée est passée, mais c'est la seule chose qui a été faite. Et donc, il a vraiment fallu qu'ils se débrouillent. Et donc, ils ont rencontré une des seules personnes qui est venue à ce moment-là. Ils m'ont dit, c'est une fille qui bossait à Tokyo et qui a, le jour de la catastrophe, posé sa démission. Elle a loué la plus grosse voiture qu'elle pouvait prendre avec son permis. Elle est, elle l'a entièrement remplie de bouteilles d'eau, de couvertures et de trousses de premiers secours, etc. Elle s'est acheté un porte-voix et elle est partie directement toute seule dans le nord. Et elle allait dans les zones qui lui paraissaient les plus touchées. Et elle sortait son porte-voix et elle disait que voilà, elle amenait de l'eau, des couvertures, etc. Donc vraiment, vraiment quelqu'un qui a réagi immédiatement, sans réfléchir, sans perdre de temps et qui a une vraie action efficace parce que finalement, c'est la seule à être arrivée pendant les premières semaines ou mois dans cette zone où personne n'est venu. Là, j'étais encore avec la famille Tanno et je les avais accompagnés, on est allé au cimetière essayer de retrouver les fragments des pierres tombales de leur famille qui avaient été brisées et éparpillées par le tsunami. Voilà, donc comment dire, pour conclure, ce que j'ai, comment dire, mon impression à propos des conséquences de la catastrophe, c'est qu'il y a eu des gros changements évidemment dans la vie des personnes qui étaient touchées par la catastrophe, mais aussi dans les vies de beaucoup de gens qui spontanément ont pris la décision de participer, d'aller aider, et sans réfléchir, voilà. Et comme je disais, voilà, vous avez entendu, il y a plusieurs personnes qui immédiatement ont quitté leur travail, quoi. Et de plus, il y a eu vraiment des liens extrêmement forts qui se sont créés à la fois entre les volontaires, mais aussi entre les volontaires et les personnes qui étaient aidées. Et moi, je sais qu'il y a plusieurs familles sur place chez qui je peux aller n'importe quand, je serai toujours accueilli. Ils me présentaient comme leur fils français. Voilà, il y a eu énormément de relations très fortes qui se sont créées et aussi énormément de moyens d'aider différents. Donc, comme je disais, entre simplement dégager les tonnes de débris, mais aussi une aide psychologique, une aide sur le long terme en essayant de créer de l'emploi, etc. Voilà. C'est à peu près tout pour ma partie. Je vais repasser la parole à Reiko. Merci. Merci beaucoup, Sylvain. C'est vrai que votre témoignage, ça a beaucoup parlé. Et puis, avec les photos, c'est vrai que je pouvais imaginer aussi très bien ce qui s'était passé après une catastrophe avec tous ces aides venant de bénévoles. Et là, je vais parler un petit peu. Donc, quand je parle de triple désastre, il y a justement volet catastrophe dite naturelle, donc qui était causée par le séisme et le tsunami, et l'autre, les catastrophes nucléaires. Donc, c'est plutôt un technologique, industriel. Et je vais parler de notre aide qui était assez particulier par rapport de phénomènes d'entraide qui arrivent souvent au Japon, comme ça a été décrit par Sylvain. Donc, c'était, moi, je l'ai trouvé assez particulier. C'était après le Fukushima. Donc, prochaine slide. Donc, l'entraide après Fukushima, comme je vous ai euh, mentionné tout à l'heure, par rapport au nombre de bénévoles qui sont arrivés, qui ont travaillé dans les zones touchées par le tsunami, euh, par rapport à ce nombre, en fait,
des personnes, donc le nombre de personnes qui sont arrivées dans les zones touchées par l'accident était assez faible. Euh, Surtout ceux qui viennent de l'extérieur du département de Fukushima. Et je pense qu'il y a quelques facteurs qui ont joué, raison pourquoi il y avait si peu de nombre d'arrivées de bénévoles. C'est d'abord, premièrement, il y a la question de contamination radiologique. Donc, effectivement, il y a la question de risque. Quand voilà, on sait qu'il y a des endroits voilà, euh, touchés ou affectés, contaminés par des, des matériaux radioactifs euh, échappés de l'accident. Et deuxième, ah, pardon, est-ce que vous pouvez retourner dans le premier slide avant? Pardon. Euh, non. Ah, c'est ça. Donc, au deuxième, ah oui, juste après, pardon, oui, c'est ça. En fait, aussi, il y a des risques continus liés à l'activité de clean-up de la centrale. Donc, en fait, parce qu'après accident, en fait, il y avait aussi pas mal de répliques. Donc, il y avait encore plusieurs secousses et chaque fois, de, des situations de la centrale qui étaient assez fragiles. Donc, en fait, il y avait toujours des risques d'être sur dans zone autour de la centrale. Donc ça a aussi un peu, euh, euh, ça a joué peut-être pourquoi il y a moins de bénévoles qui sont arrivés. Troisième, c'est aussi pour les victimes d'accidents nucléaires, évidemment, il y avait des systèmes d'indemnisation par le TEPCO. Donc, le TEPCO, c'est le exploitant de cette centrale qui a un accident. Donc, je pense euh, de notion d'entraide comme aide mutuelle horizontale, comme Véronique a expliqué tout au début, mais quand il y a des enjeux d'indemnisation que les victimes sont indemnisées par le dépôt des industries, de l'entreprise, je pense que cet esprit d'entraide euh, se réduit un petit peu. En tout cas, ça a joué, je pense, quand même. Euh, Pourquoi il y a si peu de gens qui sont arrivés pour aider la population touchée par l'accident. Alors, et justement, dans la recherche, surtout les Helsloot et Leutenberg a dit qu'en fait, il y a à peu près deux types de crises qui suscitent moins de l'émergence, en fait, qui sont moins susceptibles de susciter l'émergence de ces activités, donc l'activité citoyenne. Et notamment, le premier type de crise est des crises dites communautaires. Souvent le cas de troubles d'ordre public, enfin, plutôt des troubles civils ou de émeutes urbaines. Et deuxième type de catastrophe qui suscitent moins d'émergence des activités citoyennes sont des catastrophes qui impliquent le rejet des matériaux toxiques ou qui impliquent la pollution. Euh, donc, typiquement, catastrophe nucléaire, ça fait partie de ce deuxième cas, deuxième type de crise qui suscite moins des mouvements de l'émergence actions de bénévoles. Et quand elle émerge, donc ces auteurs-là disent que quand elle émerge, ces actions citoyennes se transforment souvent en actions juridiques et en militantisme, ce qui s'était plutôt arrivé aussi après le Fukushima. Slide prochaine, s'il vous plaît. Donc, en fait, après la catastrophe de Fukushima, comme vous avez sans doute entendu parler, mais il y avait beaucoup de controverses et de tensions. Euh, et de source de ces controverses, d'abord, c'était créé par la politique, quelques politiques post-accidentelles installées par le gouvernement, et notamment l'adoption d'une dose de référence, en tout cas, c'est le seuil de sécurité, un peu comme on peut dire cela, à 20 millisieverts par an. Et cette décision adopter ce seuil était définitif pour la réponse officielle donc sur la gestion de crise après l'accident. Donc, en fait, ce seuil a joué le rôle clé justement pour faire évacuer les populations. Donc, l'endroit pour définir les zones d'évacuation, les autorités du gouvernement ont utilisé ce seuil. Donc, si le niveau de dose de radiation n'atteint pas dans l'environnement,
atteint pas 20 millisieverts par an, ces zones-là n'ont pas été définies comme zone d'évacuation. Donc, la population, en gros, même si il voulait partir ou évacuer, le gouvernement n'a pas aidé à évacuer, par exemple. Et aussi, ce seuil a été appliqué aux écoles, donc concernant l'ouverture des écoles. Donc, quand il y a moins, c'était contaminé, mais de dose de contamination est inférieure à 20 millimètres par an, soit par exemple, soit le cours de récré dans l'école, dans ce cas-là, les écoles étaient obligées d'être ouvertes pour les élèves. Donc, les élèves doivent aller à l'école. Euh, et troisièmement, aussi, ce seuil est appliqué pour faire retourner des évacués. Donc, dès que dose de radiation euh, euh, dans un endroit descend ou de se réduit à, à, à l'inférieur de 20 millisieverts, le gouvernement a commencé à dire que on peut retourner maintenant et qu'on peut vous aider à retourner. Voilà. Donc cette politique-là a vraiment suscité beaucoup de critiques et des controverses parce que notamment, je vais faire vite, pourquoi? Parce qu'en fait, dose limite légale annuelle pour le public est normalement 1 millisievert par an. Donc vous voyez, c'est 20 fois plus élevé et que 20 millisieverts par an, c'est le seuil appliqué aux travailleurs nucléaires. Donc, en fait, le gouvernement a appliqué le dose limite, normalement fixée pour les travailleurs à la population de Fukushima, y compris les enfants, les bébés et les femmes enceintes. Donc, évidemment, il y a cet écart-là. Et aussi dans les réglementations, ça c'est non pas seulement au Japon, même en France et tous les pays avec le nucléaire civil, c'est que zone de radiologique contrôlée, et c'est défini. Il y a le concept de zone radiologique contrôlée. C'est pour dire qu'en fait, il y a un endroit où il y a le dose de radiation qui dépasse 5,2 millisieverts par an. Il faut contrôler cette zone. Donc, en fait, l'entrée dans cette zone par les travailleurs aussi contrôlée. Une fois sur cette zone, les travailleurs n'ont pas de droit de manger, ni... voilà. Donc, il y a cette décalage bien voilà, de politique contradictoire entre les régulations et ce qu'ils ont appliqué après la catastrophe Fukushima. Et donc, ça a provoqué aussi une démission d'un conseiller de Premier ministre de cette époque en guise de protestation. Aussi, les Nations Unies, donc Conseil de droits de l'homme des Nations Unies, a aussi critiqué pas mal cette politique de gouvernement japonais. Il dit que le retour des enfants en appliquant la dose de référence 20 millisieverts par an peut constituer une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant auquel le Japon est parti. Slide prochaine. Alors, une autre controverse, c'est que dans la communication de risque des autorités sur les risques justement liés à l'exposition au rayonnement ionisant. Et donc, les autorités ont pris une communication très rassurante. En gros, ils disent que sur le seuil de 100 millisieverts, il n'y a presque pas de risque sur la santé. Pourtant, je vous rappelle que, en fait, dose limite annuelle pour le public, c'est 1 millisievert par an. Alors, aussi, Maxime aussi a parlé aussi ses communications radioactive performances. Je pense s'il a de temps, voilà, peut-être il pourra m'expliquer. Et aussi, les autorités japonaises ont pris ce modèle déficitaire de communication. Euh, en qualifiant des gens, de ceux qui s'inquiètent de risques comme personnes émotionnelles. Donc, ces craintes sont irrationnelles ou non scientifiques. Et en gros, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas des informations scientifiques correctes. Donc, il faut juste là apprendre euh, de correctes informations sur le risque lié à la radiation. Donc, cette attitude un peu condescendante envers ceux qui s'inquiètent de risques. Et aussi, ces communications très rassurantes, euh, ils ont utilisé pour normaliser, entre guillemets, de la vie dans le territoire contaminé. Euh, Aussi, c'était non pas seulement une communication rassurante, aussi par la décontamination et la culture de la radioprotection.
Et j'espère que je pense, Maxime a parlé plus élaboré peut-être sur cette culture de la radioprotection. En fait, c'est plutôt comme stratégie ou de euh, technique comme Maxime dit, comme gouvernance néolibérale, justement, que, en fait, que la personne touchée, des personnes qui vivent dans dans le territoire contaminé, c'est la responsabilité de se protéger. Donc, en acquérant cette culture de la radioprotection, ils peuvent se protéger par eux-mêmes en mesurant la radioactivité dans l'environnement, dans la nourriture. Donc, c'est vraiment un peu de tactique avec enfin, on utilisait les mots comme empowerment, tout cela. Donc, ils essayent de normaliser la vie, vivre avec la radiation. Et aussi, ils ont politisé les choix individuels sur l'évacuation. Donc, quand quelqu'un ou des habitants qui décident de ne pas retourner à un ancien zone d'évacuation parce qu'ils ont peur de ce risque radiologique, ou des personnes qui veulent plutôt évacuer euh, pas eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas rassurés, ils ne sont pas à l'aise, rassurés de vivre avec la radiation dans ces endroits contaminés. Ils ont été souvent euh, décrits comme pas très loyaux à leur terre, ou bien ceux ou des égoïstes ou des déserteurs, en fait. Voilà, donc ceux qui s'inquiètent de la radiation. Euh, suivante. Et donc, en fait, initiative citoyenne après Fukushima, c'est que face à ces communications officielles qui ont tendance à sous-estimer les risques et la pression, malheureusement, ça a créé des pressions sociétales, euh, un peu de faire taire la voix inquiétante et qui doute cette rassurance venant des autorités. Donc, les habitants aussi ont commencé à se diviser entre ceux qui font confiance à la communication officielle ou veulent croire parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce qu'à partir du moment que les autorités ne vous aident pas à évacuer, préparent pas l'endroit de relogement, si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas évacuer. Donc, vous êtes un peu bloqué ou de piégé dans cet endroit. Et quand vous n'avez pas d'option, vous essayez de vous crois que peut-être c'est pas risqué de rester là pour aider psychologiquement vous-même. Donc, il y a ce genre d'attitude aussi, j'ai trouvé en interviewant la population sur place. Euh, mais aussi, donc, des visions se créent entre ceux qui veulent croire ou qui font confiance aux autorités et d'autres qui ne sont pas d'auto-rassurés. Donc, qui essaient d'évacuer de leur terre ou bien qui ne veulent pas retourner. Donc, ça commence à créer ce genre de division. Et donc, par contre, souvent, ces dernières, donc ça veut dire que les gens qui doutent des opinions, des visions des autorités étaient souvent critiqués par les autorités, mais aussi ostracisés par leurs pairs, malheureusement, comme soit lâches ou bien parfois rebelles ou égoïstes, voilà. Et du coup, la plupart des actions citoyennes entre elles étaient organisées pour combler des gaps de protection justement engendrés par les autorités ou c'est pas assez politique et appuyer ceux qui n'étaient pas justement rassurés. Euh, et donc, ces groupes sont souvent, ils ont une position assez critique envers le gouvernement ou des politiques gouvernementales et ont une posture plus en plus de contestataire. Euh, Prochaine slide. Donc, de types d'activités d'entraide apparus après le Fukushima, je peux résumer en trois. Il y a d'autres, mais évidemment, ceux qui étaient assez visibles, c'était d'abord, premièrement, c'est la mesure de la radioactivité dans l'environnement. Et ça, je pense, Maxime va expliquer beaucoup plus. Sur ce volet de Citizen Science. Et donc, il y a des associations qui ont été créées par des citoyens après la catastrophe, comme Citizens Radioactivity Measuring Stations, Chikulinsha ou Safecast. Et donc, il y a pas mal de ce genre d'activités de citoyens qui essayent de mesurer la radioactivité par eux-mêmes et parce qu'ils ne faisaient pas confiance aux mesures qui venaient de publiées par des autorités, par exemple. Et aussi, deuxième type d'activité, c'était justement aide entre les évacués dits volontaires. Ça veut dire que ce sont des évacués qui sont pas
partis hors de zone d'évacuation, donc qui se sont évacués, qui n'ont pas été aidés par les autorités pour évacuer. Donc il y avait pas mal d'associations qui étaient créées entre eux pour s'entraider ou entre les résidents justement comme bloqués. Donc ils n'ont pas d'autre option que d'y rester malgré leur envie de partir. Ces personnes-là aussi, ils ont créé des associations pour s'entraider ou bien faire venir acheter de légumes et produits alimentaires venant de d'autres départements pour protéger justement leurs enfants et tout ça. Donc, il y a beaucoup de mouvements, des groupes comme cela. Et justement, il y avait eux aussi beaucoup recours massif à la justice. Donc, il y avait à peu près 31 groupes de plaignants, en fait, donc procès collectif, qui étaient portés contre justement TEPCO et le gouvernement. Et troisième type d'activité d'entraide était souvent tournée vers aide juridique et plaidoyer. Donc, il y avait beaucoup d'associations qui ont été créées par des avocats, les avocats et des juristes pour justement aider à ce genre de procès collectif, ou bien essayer de conseiller gratuitement ces évacués volontaires qui n'ont pas été aidés par les autorités. Voilà, merci. Ah, Sylvain, pardon. Voilà, je pense, Maxime, merci. Bonjour, merci beaucoup Réco et merci beaucoup Sylvain pour les belles mises en contexte. Je vais continuer un peu sur justement la lancée de Réco en parlant un peu plus du phénomène de la science citoyenne. Donc par science citoyenne, on parle avant tout là, de citoyens, de monsieur, madame, tout le monde qui n'étaient pas des experts dans le domaine de la radioprotection, mais qui, pour certaines raisons, ont décidé justement souvent de mesurer la radioactivité par eux-mêmes, soit parce qu'ils ne faisaient pas confiance à l'État ou parce que l'État n'était pas capable de leur fournir des détails assez spécifiques. On a souvent vu un peu justement la science citoyenne comme des mouvements d'entraide un peu qui s'opposaient à l'État, qui s'opposaient au gouvernement. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça mettre de l'avant le fait que c'est des mouvements qui sont très, très hétérogènes. Il y a plusieurs citoyens dans la science citoyenne et le mot science aussi peut être mobilisé pour amener des choses qui sont très différentes. On peut très bien mobiliser la science pour dire que Fukushima est sécuritaire ou au contraire pour dire que c'est dangereux. Et justement, les mouvements de science citoyenne peuvent s'opposer ou aussi collaborer avec des formes de gouvernance un peu plus traditionnelles. Dans ce cas-ci, avec l'État japonais qui, comme Reiko vous le disait, a voulu revitaliser à tout prix la région de Fukushima. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et j'ai un peu appelé cette opposition à cette collaboration-là par un terme que j'appelle collaboration conflictuelle. Je vais vous éviter le jargon dans cette présentation-là. Et ce que je veux parler aujourd'hui, c'est à quel point justement ces pratiques initiales de résistance par les citoyens scientifiques ont graduellement un peu évolué en collaboration avec les politiques officielles de gouvernance de l'État, qui d'une certaine façon voulaient bon, normaliser un peu le désastre, voulaient revitaliser la région. Et ça m'amène à dire que justement, bon, les ressources civiques qui sont utilisées pour résister des récits officiels de contamination peuvent très bien, en même temps, ben, renforcer parfois une normalisation de certains désastres, certaines catastrophes et certaines compréhensions hégémoniques des risques. Dans ce cas-ci, des risques qui sont liés aux radiations. Et parallèlement aussi, ça peut devenir des techniques pour gouverner la conduite des populations, surtout dans des terrains qui vont être contaminés pendant des centaines d'années. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et moi, je me suis demandé comment ça se fait que la science citoyenne peut finir par bon, collaborer, entre guillemets, avec l'État ou avec des lobbies comme le lobby nucléaire. Et je vais vous amener bon, trois sous-points aujourd'hui. Le premier sous-point, c'est la production de données brutes et ouvertes. Ensuite, c'est des visions de reconstruction qui sont très similaires aux politiques de revitalisation de l'État japonais. Et ensuite, c'est ce que j'appelle un discours néolibéral d'empowerment. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour venir au premier point, on a la production de données brutes et ouvertes.
Ce qu'on a retrouvé après le désastre, c'est beaucoup de groupes de citoyens qui ont commencé à produire des données sur la contamination par eux-mêmes. Mais ça s'est fait de manière très différente. Certains ont utilisé bon, des appareils de mesure un peu comme des compteurs Gégère pour mesurer la radioactivité. Certains ont testé la nourriture. Certains ont mesuré la radiation par des dosimètres. Ici, vous avez une image d'un workshop où les citoyens pouvaient créer leur propre compteur Geiger pour mesurer la radioactivité. Et ça a surtout été créé parce que, bon, après le désastre, il y avait très peu d'appareils de mesure où on ne faisait pas confiance à l'État. L'État qui parfois vous donnait une mesure très générale en disant, bon, le taux de radiation dans votre village, c'est ça. Mais bon, les mères qui étaient par exemple inquiètes euh, pour leurs enfants voulaient savoir, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le taux en général, c'est le taux dans ma cour. Est-ce que c'est sécuritaire pour mon enfant? Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que ben, ce que j'ai vu dans mon terrain de recherche, c'est qu'il y a beaucoup de scientifiques citoyens qui, parfois, finissaient un peu par reproduire des conceptions qui étaient très similaires au discours de l'État. On disait, par exemple, que les risques pouvaient être très faibles, qu'une faible dose n'était pas dangereuse. On utilisait des analogies que j'entendais souvent dans les lobbies nucléaires, que j'entendais souvent dans le discours de l'État, en disant, par exemple, que la radioactivité de Fukushima n'est pas nécessairement supérieure à l'exposition qu'on va recevoir lors d'un vol international. C'est vrai si on se concentre simplement sur le taux de radiation externe, mais après Fukushima, bon, il y a eu beaucoup de fallout, de retombées radioactives. Et ces retombées-là peuvent aussi être ingérées. C'est des types de risques qui sont très différents d'une exposition externe qu'on a quand on prend l'avion. Et ce type d'interprétation qui peut un peu normaliser le risque provient de trois facteurs. Premièrement, il y a la partialité des données. C'est-à-dire que tout appareil de mesure va mettre de l'avant certains risques, mais il va aussi en même temps invisibiliser certains risques. Je vous donne l'exemple d'un compteur Gégère. Comme je vous en ai parlé un peu brièvement tantôt, c'est très utile pour comprendre, par exemple, le niveau de radiation extérieure. Donc, si vous avez de la contamination proche de vous, le compteur va capter justement les rayons radioactifs et va vous dire, bon, ben, vous avez tel degré de rayonnement. Par contre, ce n'est pas un appareil qui est utile pour comprendre la spécificité de chaque radionuclide. La radiation, ce n'est pas une seule chose. On sait plein de polluants différents, des polluants qui peuvent avoir des effets très spécifiques dans le corps. Et malheureusement, ben, un compteur Geiger ne va pas vous donner des détails par rapport à ça. Deuxièmement, puis une fois qu'on a des données, il faut aussi les interpréter. Et très souvent, on doit se tourner vers des organisations officielles, des organisations expertes. Et ces organisations-là sont, dans une grande majorité des cas, des organisations qui soit font la promotion de l'énergie nucléaire ou sont intrinsèquement liées aux infrastructures nucléaires. Ça vient très souvent un peu avec ses propres billets. Bon, toutes les organisations ont leur propre billet. C'est aussi compliqué par le fait que beaucoup de nos connaissances liées aux dangers radiologiques proviennent de Hiroshima, proviennent de Nagasaki. C'est des types de risques qui sont très différents des désastres nucléaires. Et finalement aussi, il y a des facteurs sociaux où la santé, ce n'est pas la préoccupation première. Je vais vous donner l'exemple d'un fermier qui, lui, m'a dit, tu sais, Maxime Sam, il me reste peut-être 10 ans à vivre. Alors moi, la radiation, tu sais que ce n'est pas important pour moi. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Il y a aussi beaucoup d'organisations qui vont mettre leurs données en ligne. On parle de open data. Donc, c'est des données qui peuvent être utilisées, interprétées par n'importe qui, librement et à toute fin politique. Et ce que j'ai vu, c'est que le gouvernement, très souvent, mobilisait des données qui avaient été produites, mais les interprétait selon leurs propres standards. Et dans ce contexte-là, vous pouvez avoir des données qui sont produites par des citoyens non partisans, qui sont mobilisées par des agences qui sont très puissantes et qui ont aussi leurs propres intérêts. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ensuite, mais vous avez aussi des visions de reconstruction qui sont très similaires aux politiques de revitalisation de l'État. Ici, bon, vous avez de la terre qui est contaminée, qui a été testée par un groupe de
scientifiques citoyens. Et c'est quelque chose que l'État ne faisait pas. On mesurait souvent la radiation dans l'air. Et cette organisation-là a mesuré la Terre et elle s'est rendue compte que la Terre avait des niveaux très, très élevés. Et ça a beaucoup inquiété des mères de famille parce que, bon, on connaît tous les enfants, ça met ses mains partout, ça met ses mains dans sa bouche. Et donc, ils peuvent justement mettre de la terre contaminée dans leur bouche. Et quand j'ai demandé à la personne qui s'occupait de ce centre-là, comment ça se fait que vous n'utilisez pas vos résultats pour justement traîner l'État en justice, la personne m'a répondu, et c'est sûr que j'y ai pensé, mais si je fais ça, ça risque de fragmenter la communauté, ça risque d'amener encore plus de divisions, puis je pense que ça va amener d'autres problèmes. Donc, on avait des visions de reconstruction qui étaient quand même assez similaires. Donc, le fait de vouloir continuer à vivre à Fukushima, même si on est contre certaines politiques du gouvernement. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Euh, donc, beaucoup de mères, par exemple, ou de familles qui ne faisaient pas nécessairement confiance à l'État, mais qui ne voulaient pas non plus évacuer Fukushima. Donc, on était un peu pris entre, entre l'arbre et son écorce, où on voulait critiquer le gouvernement, mais on ne voulait pas non plus mobiliser des discours qui allaient fragmenter encore plus la population. Donc, prochaine diapositive. C'est quelque chose que j'ai beaucoup perçu en milieu ruraux, où vous avez les citoyens, bon, surtout des hommes très âgés pour qui les problèmes de santé, ce n'est pas nécessairement le premier problème, qui ont des visions de revitalisation qui sont très, très similaires aux priorités de l'État, qui, bon, comme Réco vous le disait, priorité qui veut revitaliser à tout prix la région. Et ça peut exclure d'autres perspectives. Donc, vous avez beaucoup d'agriculteurs qui vont se préoccuper de la revitalisation de l'économie rurale plutôt que des effets d'exposition chronique à faible dose. Bon, ça crée beaucoup de tensions parfois avec les familles, où vous avez parfois des mères de famille qui, eux autres, ont évacué, mais leur père ou leur grand-père leur disent, ben, regarde, moi, je te dis que c'est sécuritaire, pourquoi tu ne veux pas amener tes enfants? Moi, je veux voir mes petits-enfants. Donc, malheureusement, ça crée d'autres tensions. Donc, vous avez des fermiers qui vont produire un discours qui va mettre de l'avant bon, la bénédiction de la nature. Et dans ce contexte-là, la science citoyenne n'est pas nécessairement un outil qui va favoriser l'évacuation. Ça peut être aussi un ensemble de pratiques qui vont aider les agriculteurs à transmettre un message heureux, un message beaucoup plus jovial. Prochaine diapositive. Finalement, quand il y a eu le désastre, c'est important de dire qu'il n'y a pas eu de culture de radioprotection. Ça n'existait pas vraiment au Japon, ce qui est quand même un peu surprenant parce qu'il y a une très bonne culture de prévention des désastres au Japon. On appelle ça le Bosai. Je pense que les images de Sylvain vous l'ont très bien démontré aussi par rapport au tsunami, par rapport aux tremblements de terre où les communautés se mettent rapidement ensemble. Donc, il n'y avait pas de culture un peu de radioprotection parce qu'il y avait un mythe de sécurité nucléaire, un mythe de sûreté nucléaire, pardon, où on disait c'est impossible qu'un désastre arrive, donc on n'a pas besoin d'enseigner ça. Après Fukushima, bon, mais les citoyens ont été laissés à eux-mêmes, mais ceux qui restaient à Fukushima voulaient, par exemple, pouvoir mesurer la radiation. Et plusieurs ont été aidés par des organisations nucléaires ou des organisations qui étaient très liées au milieu nucléaire. Et on a fait beaucoup de discours d'empowerment néolibéral. Bon, le néolibéralisme, c'est une idéologie, pardon, économique, mais c'est aussi une idéologie qui influence la subjectivité des gens, où on n'a plus besoin de l'État. On est capable de prendre les choses par nous-mêmes. On est capable de s'empowerer. Il n'y a pas excusez-moi l'anglicisme, il n'y a pas de mots spécifiques pour parler de ça. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Et traditionnellement, vous avez toujours un peu le lobby nucléaire qui a fait la promotion d'une philosophie de protection qui s'appelle aussi bas que raisonnablement possible. Donc, on veut garder un niveau d'exposition bas, mais en considérant des facteurs économiques, en considérant d'autres facteurs. Ce qu'on a retrouvé après Fukushima, c'est une culture de protection qui s'appelle Practical Radiological Protection Culture. Et pragmatiquement, pardon, je suis un peu enrhumé. Pragmatiquement, on va vous dire que vous pouvez, par exemple, tester la nourriture. Donc, sur la photo, vous avez des gens qui vont tester des champignons qui ont été récoltés en montagne.
On essaye de mesurer son taux de radiation quotidiennement. On va parfois manger des produits de la nature avec parcimonie parce qu'ils peuvent être un peu plus contaminés. On va éviter les endroits dangereux. On va éviter certains aliments comme les champignons. On va diminuer son temps passé à l'extérieur. Donc, on prend en main sa propre protection radiologique. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est une philosophie qui est indissociable d'un calcul de risque-bénéfice, un calcul de risque-bénéfice qu'on retrouvait initialement dans le domaine de la production d'énergie. Si vous étiez travailleur dans une centrale nucléaire, vous aviez le droit d'être exposé à un plus haut niveau que la population parce que vous aviez un bénéfice. Ce bénéfice-là, c'était le salaire. On voit cette philosophie-là maintenant transposée dans un contexte de désastre nucléaire, ce qui amène des défis éthiques très, très spécifiques, très différents où bon, ben, la nature des dommages qui sont causés par les radiations devient, si vous voulez, un risque beaucoup plus subjectif, où le citoyen peut choisir son niveau de risque acceptable. C'est un changement aussi éthique qui est très différent, où la réduction des niveaux d'exposition, ce n'est plus une question de droits humains fondamentaux, mais ça devient un objectif privé. Donc, on voit le terme Mokuyo, qui est bon, objectif privé dans plusieurs de ces discours-là. Donc, c'est aussi un changement où le danger radiologique, c'est plus nécessairement un danger qui est imposé par une industrie, mais une question de choix personnel. Est-ce que vous êtes à l'aise à consommer des aliments que vous retrouvez dans la nature? Est-ce que les avantages liés au fait d'aller, par exemple, en montagne, vont l'emporter sur les risques potentiels? C'est à vous de décider. Donc, c'est un cadre une culture de radioprotection qui semble offrir beaucoup de liberté d'action. Il y a du bon là-dedans. Mais c'est aussi des choix qui sont extrêmement aussi limités par des facteurs structurels. Si vous voulez faire tout ce que j'ai décrit, par exemple, ça devient rapidement un emploi à temps plein et très souvent aussi, ça vous demande de l'argent, ça vous demande des efforts et c'est une philosophie dans laquelle l'évacuation n'est pas une option. Donc, on ne vous donne pas cette option-là. Prochaine diapo. C'est un changement important justement par rapport aux anciens modèles de gouvernance traditionnelle où c'est l'État qui dirigeait tout. Le mythe de sûreté nucléaire a justement révélé que l'État ne pouvait plus prendre en main à 100% une gouvernance dans un après-désastre. Et dans cette optique-là, la science citoyenne offre à l'État la possibilité de contourner des formes un peu plus traditionnelles de gouvernance. Moi, je suis un peu critique de ce contournement de gouvernance parce que j'y vois aussi un transfert de responsabilité sur les épaules de certaines victimes. Prochaine diaporama. Donc, vous avez par exemple ici là, des espèces de musées au Japon où les enfants peuvent apprendre à mesurer la radiation dans différents matériaux. Et ce qu'on a, c'est que même si initialement on a une science citoyenne qui a été créée par les citoyens, elle est de plus en plus mobilisée, reprise par l'État japonais. Et c'est un changement assez important. Auparavant, l'État japonais était très un peu soucieux, mais j'ai presque fini, je finis avec ces quelques, ces quelques diapositives-là. L'État japonais était très critique de ce qu'ils voyaient. Mais maintenant, on considère que la science citoyenne peut aussi faire partie d'une caractéristique du système plutôt que d'être vue comme un bug. Prochaine diapo. Et on peut aussi se demander, est-ce qu'on parle de collaboration, est-ce qu'on parle de cooption? Moi, je vois beaucoup les industries nucléaires sauter à pieds joints dans ce type d'entreprise-là. Et Reiko vous disait, on retrouve deux types de sciences citoyennes. Vous avez un type de science citoyenne qui est fortement encouragé par l'État quand le discours va avec le discours de revitalisation. Et vous avez un autre type de discours citoyen quand on mobilise la science citoyenne pour, au contraire, mettre de l'avant des discours d'évacuation, ça passe moins. C'est beaucoup plus difficile avec le gouvernement. Donc, autre diapo, s'il vous plaît. Et donc, en conclusion, vous avez des pratiques de résistance qui vont se croiser avec des tactiques de gouvernance plus traditionnelles. Euh, la science participative, ça peut être utile, mais ça court aussi le risque de devenir une technique de gouvernementalité qui est utilisée pour gouverner les populations dans des environnements contaminés. Prochaine diapo. Et donc, il faut se garder de voir ces pratiques scientifiques-là comme étant
plus pure ou plus démocratique, simplement parce que les citoyens les mobilisent. On parle beaucoup d'une ère de post-vérité, de mésinformation, de post-désinformation, de polarisation. Et le fait de produire plus de données, oui, c'est utile, mais ça ne produit pas nécessairement plus de consensus. Ça peut aussi produire beaucoup de conflits, beaucoup de bruit, beaucoup d'incertitudes, et surtout dans un sujet qui est aussi controversé que le nucléaire ou la contamination radioactive. Prochaine diapo. Et bon, je vais aller un peu rapidement. Ça amène aussi beaucoup de questions éthiques. Dans quelle mesure est-ce qu'on doit impliquer les citoyens quand ces citoyens-là peuvent avoir des risques néfastes pour la santé? Est-ce que produire plus de connaissances, plus de données produisent plus de connaissances? Comment est-ce qu'on peut mettre de l'avant une collaboration entre les individus, les citoyens, les États, sans nécessairement renforcer une délégation néolibérale qui est aussi très problématique? Et dernière diapo, s'il vous plaît. Et bon, quelques points finaux. C'est important de garder en tête que la résistance, la collaboration sont intimement liées. Ce pas deux phénomènes qui sont différents. Les ressources civiques peuvent être utilisées pour résister les récits officiels, mais ils peuvent aussi être utilisés pour renforcer la gouvernance d'un État. La science citoyenne, bon, risque de prendre une tangente néolibérale qui peut être un peu problématique. Et il faudrait aussi bon, embrasser une approche qui est un peu moins dichotomique. Au lieu de voir la science citoyenne comme opposant l'État, si on parle de collaboration, il faudrait justement mettre de l'avant cet ensemble de tensions. Et finalement, il faut aussi justement discuter des enjeux éthiques qui sont liés à ça. C'est important de dire que la science citoyenne, c'est très large. Vous avez par exemple des scientifiques citoyens qui vont faire des mesures d'oiseaux. Les enjeux éthiques quand on mesure des oiseaux sont extrêmement différents des enjeux éthiques de faire de la promotion de vivre dans des zones contaminées, que ce soit nucléaire ou non. Bon, merci, c'est tout pour moi. Merci à tous les trois. C'était passionnant et on le voit très riche. On n'a pas voulu vous arrêter parce que c'était extrêmement intéressant. C'était important qu'on puisse vous entendre autour de cette question avec Sylvain. Je pense que tu peux enlever le support. Ça permettait de poser un décor et puis aussi de questionner. Une situation vue de là où on manque de tous ces aspects qui sont loin d'être lisses, forcément. Voilà, je vous remercie vraiment de nouveau beaucoup. Je l'ai mis plusieurs fois dans le chat, ça avait été mis aussi, mesdames, messieurs participants, dans la rubrique Q1R en bas. Vous pouvez poser vos questions par écrit. Je les relayerai. De mon côté, de toute façon, j'ai envie de commencer par une question qui nous vient du responsable de la protection civile de l'État de Genève et qui nous pose la question suivante. Quel enseignement tiré de la catastrophe de Fukushima peuvent guider la protection civile dans la préparation et l'adaptation de ses moyens d'intervention face à des événements technologiques ou nucléaires majeurs? Alors, elle est très complète. Je vais donc la mettre dans le chat pour que vous puissiez la lire plus facilement. Je ne sais pas, Maxime Réco, qui veut répondre sur cette question de comment finalement guider la protection civile en amont face à ces risques technologiques? Oui, je peux peut-être un Oui, peu commencer. Je vous dirais un peu de ce que j'ai vu de Fukushima. Une chose qui m'apparaît claire, c'est la présence persistante de certains mythes. Bon, certains mythes technologiques, certains mythes sociaux. Il y a un mythe dont j'avais parlé justement, c'était le mythe de sûreté nucléaire où on pensait qu'un désastre ne pouvait jamais arriver. On a vu que cet imaginaire social-là, que ce mythe-là a été grandement dommageable, non seulement pour les citoyens, mais aussi pour les infrastructures d'expertise. Bon, par exemple, vous avez eu, après le désastre, beaucoup d'étudiants qui ont
carrément vont refuser d'aller faire des études dans le milieu nucléaire ou qui ont changé en disant, mais là, on m'avait toujours dit que ça allait être sécuritaire et finalement, ça n'était pas le cas. Pourquoi je perdrais mon temps à aller faire des études là-dedans alors que, bon, on a besoin justement de, de gens qui connaissent les détails liés à différentes infrastructures technologiques si jamais un désastre arrive. Donc, essayer d'éviter un peu cette mentalité d'un mythe, puis de dire, ah, finalement, c'était un Black Swan, une espèce de signe noir. Ça n'arrivera jamais, on peut revenir à business comme usual. Malheureusement, moi, je vois aussi une certaine normalisation de ce mythe-là après le désastre en disant, mais vous savez, c'était un événement unique, c'était une triple catastrophe, ça risque de ne jamais arriver. Alors qu'on pourrait utiliser cette occasion-là pour justement avoir des débats plus larges sur bon, mais quel type d'infrastructure énergétique est-ce qu'on veut dans notre société? Qui peut avoir son mot à dire par rapport à ça? Deuxièmement, ben, je vous dirais aussi que ça serait important de créer une culture de prévention des désastres à plusieurs niveaux. Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, là. Je suis très intéressé à faire des études sur la prévention des désastres au Japon, ce qu'on appelle le BOSAI. Et si vous regardez, par exemple, du côté des tremblements de terre, c'est une culture qui est très, très, très poussée. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez du côté de l'Europe, du côté du Canada, quand on parle de prévention des désastres, c'est avant tout un discours qui est uniquement technologique. Les gens qui s'occupent de ça sont des ingénieurs. Tandis qu'au Japon, vous avez cette partie-là, vous avez des technologies hors normes pour empêcher justement les bâtiments de tomber, mais c'est aussi une culture de tous les jours. On va former les enfants, on va former monsieur, madame, tout le monde à comment réagir en cas de désastre, et ça peut être des choses très, très simples. Ce que j'ai vu parfois, c'est dans les écoles, on combine par exemple les cours d'éducation physique avec un cours sur la prévention des désastres où on va faire courir les enfants et on va, par exemple, prendre une personne qui est handicapée, qui ne peut pas marcher, et on va dire, vous devez évacuer cette personne-là le plus vite possible, mais sans risquer de la blesser. Donc, on donne aux enfants, par exemple, une cuillère, puis sur la cuillère, on met un œuf, et les enfants doivent se promener dans un parcours sans faire tomber l'œuf tout en poussant la personne. Donc, c'est des choses qui ne coûtent absolument rien en comparaison avec des projets de recherche en ingénierie qui peuvent très bien être mis en place par des ONG, des gouvernements de manière très facile. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du Japon de cette culture des astres-là. Et puis un peu, finalement, je dirais qu'il faut éviter un peu la mentalité de la gouvernance comme top-down, où vous avez bon, le gouvernement qui gère tout. Il faut aussi éviter de tomber dans le néolibéralisme à 100%, puis vraiment un peu voir ça comme un, un dialogue un peu, euh, pas nécessairement d'égo en égo, mais de savoir que chaque parti a ses forces et ses faiblesses. Les citoyens vont avoir leurs forces, ils vont avoir leurs faiblesses. Comment mobiliser ces forces, comment faire attention aux faiblesses, comment les mettre en dialogue plutôt que d'avoir l'arrogance top-down. Et ça, c'est beaucoup de plaintes qu'on a entendues après Fukushima, où vous aviez bon, l'État qui bon, venait avec ses experts, bon, des experts qui parfois pouvaient être un peu arrogants ou qui, dans d'autres temps, n'étaient pas capables de donner des détails plus précis. Et puis bon, il y a beaucoup de gens après qui n'ont plus fait confiance aux experts radiologiques. Et ça peut rapidement aussi faire effet boule de neige, où là, on ne croit plus à aucun des experts qui sont liés à l'État, même des experts qui ne sont pas nécessairement euh, liés au domaine nucléaire. Donc, moi, ça serait un peu les trois points que j'ai. Je ne sais pas si Réco ou Sylvain, vous voulez entrer dans Oui, la discussion. oui, non, tout à fait. Non, non, je suis d'accord avec Maxime. Et puis, il y a la clôture, comme j'ai dit au début de ma présentation, c'est vrai que cette culture de risque qui existe contre les catastrophes dites naturelles,
pour moi, ce que j'ai vu, c'était un peu découpé après la catastrophe Fukushima, donc industrielle, qui était la nature, même peut-être Sylvain, peut-être peut tout à fait constater la différence ambiance déjà, ce que j'ai décrit, ce qui s'était passé, ce que Maxime a, voilà, de expliquer ce qui s'était passé par rapport à ce qui était passé après le tsunami. Et deuxièmement, donc, il y a et donc, pour les autorités et de protection de sécurité civile, pour préparer aux catastrophes nucléaires ou industrielles, je pense d'abord ce que j'ai constaté, c'est que justement cette préparation, même au Japon, c'est exactement la même situation. Ça veut dire qu'en fait, contre les catastrophes dites naturelles, au Japon, on se prépare beaucoup. Donc, contre le séisme, tsunami aussi, zone inondable, l'endroit, dès qu'il y a une alerte tsunami, la population savent, des résidents savent où aller pour le relogement. Toutes ces choses, et tout est préparé. Mais quand il s'agit de accident nucléaire, donc j'ai constaté en interviewant des habitants touchés de l'accident, mais il n'y avait pas ce genre de préparation avant. Comme Maxime a bien dit qu'en fait, avant, il y avait cette mythe de certé absolue au Japon, donc ce genre de grave accident n'arrivera pas au Japon parce que c'est le pays très développé, avec une technologie très avancée. Moi, je trouve qu'il y a au moins aussi en France, après, le discours commençait à changer des autorités nucléaires. Donc, ça peut tout à fait arriver. Je pense que c'est le directeur général, peut-être le président de la SN, la SNR aujourd'hui, mais de cette époque, qui disait qu'en fait, c'est la question de quand, c'est pas question si. Donc, il y a ce genre de changement de discours, mais sur sur le terrain, parce que moi, j'ai une opportunité d'aller au Dunkerque, échanger avec les lycéens là-bas qui habitent juste à côté du centre nucléaire de Gravelines. Et j'ai posé des questions. Alors, au cas d'accident, quand il y a l'alerte d'accident, vous savez ce qu'il faut faire. 5 lycéens en face de moi étaient complètement non. Il faut peut-être chercher de pastilles d'iode. J'ai dit, mais où vous pouvez trouver passer? Ah, je sais pas. Peut-être dans je sais pas. Je sais même pas. Donc, en fait, c'est juste un lycéen qui m'a dit de pastilles d'iode. Tous les quatre, ils n'avaient rien. Et ils habitent 12 kilomètres de la centrale. Gravelines, c'est le plus grand centre nucléaire de l'Europe. Donc, si vous voulez, le discours officiel que c'est la question pas si il y aura un accident grave en France, mais question de quand, mais sur le terrain. Ceux qui habitent autour de la centrale, en tout cas, l'impression que j'ai eue de ces étudiants, élèves de lycée, ça ne m'a pas rassurée. Ça veut dire qu'en fait, en tant qu'autorité de protection de sécurité civile, ce qu'il faut faire, je pense que peut faire d'abord, c'est de préparer vraiment un accident nucléaire. Parce que malheureusement, même en France, quand je constate comme cela, c'est comme si les autorités ont peur de préparer la population, parler de graves accidents. C'était exactement pareil au Japon, avant Fukushima. Maintenant, ils ont pas de choix. Parce que comme ils sont arrivés, tout le monde dit que oui, mais ça a arrivé. Donc, il faut qu'on se prépare. Alors, et les autorités, ils n'ont pas d'autre choix que de dire oui. Mais en France, comme il n'y a pas eu de graves accidents, de préparation. Par exemple, moi, je vais aller observer un exercice de crise, mais inondation, par exemple, en France. Donc, ça se fait. Mais j'ai jamais entendu parler exercice de crise. euh, parce que dans cet exercice enfin, de crise, de l'inondation, et il compte l'évacuation de riverains, par exemple. Mais dans l'exercice de crise nucléaire en France, j'ai jamais entendu parler qui parle de l'évacuation des populations. Mais il y aura toujours, souvent, enfin, la plupart du temps, quand il y a un grave accident, il faut faire évacuer des populations. Et pour cela, quand j'ai aussi eu des échanges avec l'autorité de cette époque, l'IRSN, on m'a dit que non, le premier confinement, c'est le confinement. Donc, il faut se confiner à votre maison, mais de évacuation, euh, j'ai pas vu le plan. Comment on va évacuer la population. Et moi, je pense donc pour le accident nucléaire, en tout cas, juste un exemple de France que euh, j'ai appris, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à préparer autant qu'aux autorités de protection de sécurité civile de vraiment de exercice de crise nucléaire, mais en impliquant la population et vraiment mettre dans le scénario l'évacuation massive de la population parce que sinon aujourd'hui, même de distribution de pastilles d'iode est 30 km autour central en France. En Belgique,
après le Fukushima, ils ont étendu jusqu'à 100 km autour du centre. Donc, tout le pays, en fait, en Belgique. Donc, il y a quand même la différence comme ça de réglementation, même au sein de pays européens. Je pense qu'on peut vraiment, voilà, il y a plein de choses encore on peut faire pour préparer justement pour les catastrophes nucléaires en France. Oui. Ok. Un très très grand merci. Alors malheureusement, enfin, il y avait encore une excellente question de Mathieu Branlat du SINTEF, mais le temps a tourné et voilà, donc on tient quand même à respecter les engagements pour que les gens qui nous ont suivis puissent continuer à avancer dans leur journée. Un grand merci. C'était passionnant. Ça ouvre en tous les cas énormément de questions et puis de recul, hein. Autant sur les questions pratiques que sur les questions politiques et que les questions éthiques aussi que tout ceci amène. Merci pour le temps de préparation. Ça ne s'est pas improvisé du tout, cette rencontre aujourd'hui. Elle a été aussi l'occasion d'échanges très intéressants dans le cadre des recherches qui sont menées aujourd'hui par le groupe URD. Véronique, qu'est-ce que tu souhaites? Peut-être un dernier tour? Vous Non, j'ai voulez... fait tous mes remerciements dans le chat parce que j'avais peur de ne pas avoir le temps. Donc, un grand Oui. merci. C'était très intéressant. Enfin, je pense que ça donne plein d'idées. La question de Mathieu est pertinente. Donc, Mm. je propose qu'on trouve d'autres espaces pour continuer les échanges. Et merci aussi, Sylvain. C'était la première fois qu'on avait comme ça de l'image dans un webinaire et j'ai trouvé que ça rajoutait une dimension avec des très belles photos. Un grand merci. Un grand merci à tous les trois. Merci à toi Nadine et à tous nos participants. À bientôt. À bientôt. Au Merci. revoir. Merci beaucoup. Au revoir.